Dans le calcul brutal de la guerre au XVIIIe siècle, l'équation était simple. La pierre éclatait, le bois se fondait et les hommes mouraient. Mais à la frontière de la Révolution américaine, un autre type de mathématique était en train d'être inventé. Une mathématique de la terre et de l'herbe, des couches et de la résilience. Une mathématique qui permettrait à un petit fort oublié de résister à toute la fureur de la machine de guerre britannique. C'est l'histoire de ce fort, de l'homme qui l'a conçu et du toit en tourbe à cette couche qui ne s'est jamais effondrée. C'est l'histoire de la manière dont un ingénieur de la frontière, armé seulement de son intelligence et de la sagesse de la terre, a surpassé la plus puissante armée du monde. Son nom était Elias, un homme aussi discret et humble que la terre avec laquelle il travaillait. Il n'était pas soldat, pas au sens traditionnel. Il était arpenteur, constructeur, un homme qui comprenait le langage du terrain. Il avait passé sa vie à la frontière, apprenant les secrets de la forêt, la force du sol, la résistance de l'herbe. Il avait appris à construire non pas avec de la pierre et du mortier, mais avec les matériaux que la terre fournissait, des rondins, de l'argile et de la tourbe. Lorsque la guerre éclata, Elias ne prit pas un mousquet. Il prit une pelle. Il savait que la victoire ne dépendrait pas seulement des soldats, mais des ingénieurs, pas seulement du courage, mais de la ruse, pas seulement du combat, mais de la construction. Il trouva sa vocation dans un petit fort oublié au cœur de la nature sauvage de l'État de New York. Un fort composé surtout de cabanes en rondins et d'une palissade fragile. Un fort censé n'être qu'un avant-poste temporaire, une gêne mineure pour les Britanniques. Mais Elias en perçut le potentiel. Il comprit qu'il pouvait devenir quelque chose de plus, une véritable forteresse. Il commença par renforcer les murs, non pas avec de la pierre, mais avec de la terre. Il construisit des remparts épais en terre compactée, capables d'absorber le choc des boulets de canon. Il creusa un fossé profond et large, rempli de pieux acérés. Il érigea un abatis de branches emmêlées, un piège mortel pour toute force attaquante. Mais son génie véritable résidait dans le toit. Il savait que le point faible de tout fort était son toit. Une seule bombe bien ciblée pouvait traverser un toit conventionnel en bois et en ardoise, tuer les hommes à l'intérieur et mettre le fort en feu. Il avait besoin d'un toit non seulement solide, mais résilient. Un toit capable d'absorber l'impact d'un boulet, d'éteindre un incendie et de résister aux assauts incessants d'un siège. Ainsi, il conçut son chef-d'œuvre, le toit en tourbe à 7 couches. Une merveille d'ingénierie frontalière, une symphonie de terre et d'herbe. La première couche était une charpente de gros troncs, suffisamment solide pour supporter le poids des couches supérieures. La deuxième était un tissage de jeunes arbres et de branches, créant une base flexible et élastique. La troisième était une couche d'écorce de bouleau, un matériau naturellement imperméable, qui gardait l'intérieur du fort au sec. La quatrième était une épaisse couche de tourbe, la terre dense et racinée servant d'excellent isolant. La cinquième était une couche d'argile, une barrière collante et imperméable pour sceller toute fissure ou interstice. La sixième était une couche de gravier et de pierre, un système de drainage empêchant l'eau de stagner sur le toit. Enfin, la septième, la dernière couche, était un tapis épais de tourbe vivante, un bouclier vivant capable d'absorber l'impact d'un boulet et d'éteindre toute étincelle ou braise. C'était un toit vivant, un toit faisant partie intégrante du terrain lui-même. Un toit que les Britanniques, malgré toute leur puissance militaire, ne pouvaient détruire. Cet ingénieur de la frontière trompa l'artillerie britannique grâce à un toit en tourbe à 7 couches qui ne s'effondra jamais. Le fort témoignait de la vision d'Elias, mais également du courage des hommes qu'il avait construits. Ils n'étaient pas des soldats professionnels, mais des hommes de la frontière, des hommes qui savaient travailler de leurs mains, lire le terrain et survivre dans un monde souvent hostile et impitoyable. Ils comprenaient la valeur de la communauté, de la coopération et d'un objectif commun. Ils travaillaient avec une détermination silencieuse, leurs gestes précis et habitués. Ils abattaient des arbres, creusaient l'argile, coupaient la tourbe, travaillant du lever au coucher du soleil, le corps douloureux, les mains abîmées. Mais ils ne se plaignaient pas. Ils savaient qu'ils construisaient plus qu'un fort, ils construisaient un avenir libéré de la tyrannie d'un roi lointain. Un avenir où ils pourraient bâtir leur propre vie, leur propre communauté, leur propre nation. Au fur et à mesure de leur travail, ils commençaient à percevoir le génie de la conception d'Elias. Ils virent comment les couches du toit coopéraient, chacune contribuant à la force et à la résilience de l'ensemble. Ils comprirent que la terre, l'herbe, le bois et l'argile n'étaient pas seulement des matériaux, mais des partenaires dans un grand dessein. Ils virent que le fort n'était pas simplement une construction, mais un être vivant, partie intégrante du territoire. Puis les Britanniques arrivèrent, avec leurs canons et leurs mortiers, leurs mousquets et leurs baïonnettes. Avec l'arrogance d'une puissance mondiale,
convaincus de pouvoir écraser ce petit fort insignifiant en quelques heures. Ils commencèrent le bombardement à l'aube. L'air résonnait du rugissement des canons, du sifflement des obus, du crépitement des mousquets. Le sol tremblait, les arbres éclataient, le ciel était embrasé de fumée et de feu. Mais le fort tint bon. Les murs de terre absorbèrent les chocs des boulets. Le toit en tourbe étouffa les étincelles des obus. Les hommes à l'intérieur, protégés par le génie d'Élias, ripostèrent avec calme et détermination. Le siège dura 3 jours. 3 jours de bombardements incessants, d'attaques désespérées, d'une guerre d'usure testant les limites de l'endurance humaine. Mais le fort tint bon. Le toit à 7 couches ne céda jamais. Les hommes à l'intérieur ne se rendirent jamais. Au 4e jour, les Britanniques, à court de munitions, le moral brisé et l'arrogance anéantie, se retirèrent. Ils laissèrent derrière eux un champ de carnage, témoignage de la folie de leur orgueil et de la futilité de leur violence. Et le fort, ce petit fort oublié dans les terres sauvages de l'État de New York, resta debout, fier et droit, symbole de la résilience de l'esprit humain, de la puissance de l'ingéniosité, du triomphe d'une idée simple. L'histoire de ce fort, de l'homme qui l'a conçu, des hommes qui l'ont construit, devint une légende sur la frontière. Elle se racontait autour des feux de camp, dans les tavernes, dans les salles du pouvoir. Elle inspirait d'autres ingénieurs, d'autres bâtisseurs, d'autres soldats à penser différemment, à remettre en question la sagesse conventionnelle, à trouver de nouvelles façons de combattre, de construire et de survivre. Et c'est une histoire qui reste pertinente aujourd'hui. Une histoire qui nous rappelle que les plus grands défis sont souvent surmontés non par la force brute, mais par l'ingéniosité silencieuse. Non par de grands gestes, mais par de petites solutions pratiques. Non par ce que nous possédons, mais par ce que nous savons. C'est une histoire qui nous rappelle que nous sommes tous des ingénieurs, des bâtisseurs, des innovateurs, capables de faire une différence, de construire un monde meilleur, de trouver une voie, même dans les moments les plus sombres, pour créer nos propres toits, nos propres forts, nos propres avenirs. La fin. Revenons maintenant à cette époque, à ce lieu, à ce petit fort oublié dans les terres sauvages de l'État de New York. Rencontrons l'homme qui l'a conçu, les hommes qui l'ont construit, les hommes qui l'ont défendu. Ressentons la tension dans l'air, la peur dans leur cœur, l'espoir dans leurs âmes. Élias était un homme de la terre. Né à la frontière, il avait grandi à l'ombre des grandes forêts et avait appris à lire le terrain comme un livre. Homme de peu de mots, ses yeux étaient perçants, son esprit vif, ses mains habiles. Il comprenait que la plus grande force ne résidait pas dans l'épée, mais dans la pelle, pas dans le mousquet, mais dans l'intelligence. Il était arrivé au fort en tant qu'arpenteur, engagé pour cartographier le territoire environnant. Mais il avait rapidement perçu la vulnérabilité du fort, sa faiblesse, sa quasi-certitude de destruction face à une attaque britannique. Il savait qu'il devait agir. Il s'était adressé au commandant du fort, un vieux vétéran grisonnant nommé Colonel Johnson, un homme qui avait vu plus de batailles qu'il ne pouvait compter, un homme peu enclin aux idées nouvelles. « Mon fort est un piège mortel », lui dit Élias. Johnson se hérissa. « Un piège mortel? De quoi parlez-vous, homme? Ce fort tient depuis 10 ans. Il a connu des escarmouches. Il tiendra encore 10 ans. Pas 10 heures contre un bombardement britannique, répliqua Élias. Vos murs sont trop fins, votre toit trop faible. Un seul boulet suffira à le réduire en ruine. Johnson ricana. Et que proposez-vous de faire, M. l'arpenteur? Construire un nouveau fort en pierre et en mortier? Nous n'avons ni le temps ni les ressources pour une telle entreprise. Nous n'avons pas besoin de pierre ni de mortier, répondit Élias. Nous avons la terre, les arbres, l'herbe. Nous avons tout ce qu'il faut pour construire une forteresse. Et il expliqua son idée, un fort de terre et de tourbe. Un fort faisant partie intégrante du territoire. Non pas seulement une construction, mais un être vivant. Non pas seulement une défense, mais un acte de défi. Johnson, sceptique, était néanmoins intrigué. Il vit le feu dans les yeux d'Élias, la conviction dans sa voix, la confiance tranquille dans son attitude, et comprit que cet homme savait de quoi il parlait. « Très bien, monsieur Élias, dit-il. Construisez-moi votre forteresse, mais qu'elle soit aussi solide que vous le prétendez. » Ainsi commença le travail. Les hommes du fort, une petite troupe de fermiers, trappeurs et artisans, étaient d'abord sceptiques. Ils grommelaient et se plaignaient, doutaient et questionnaient. Mais en voyant Élias travailler, en observant le fort prendre forme, leur scepticisme se mua en admiration, leur doute en confiance. Ils virent le génie de sa conception, la sagesse de ses méthodes, la passion de son cœur. Ils devinrent non seulement ses ouvriers, mais ses disciples. Ils apprirent de lui, le suivirent et crurent en lui.
Et lorsque les Britanniques arrivèrent, lorsque les canons rugirent et que les mortiers sifflaient, ils se tinrent à ses côtés. Ils combattirent avec lui, triomphèrent avec lui. Ce triomphe n'était pas seulement une victoire militaire. C'était une victoire de l'esprit humain. Une victoire qui montrait que, même face à des obstacles écrasants, même dans les temps les plus sombres, l'esprit humain peut trouver un moyen de survivre, de persévérer, d'espérer. Une leçon à ne jamais oublier, pertinente aujourd'hui comme au XVIIIe siècle. Une leçon rappelant que nous sommes tous capables d'accomplir l'extraordinaire, que nous avons tous le pouvoir de faire la différence, de construire un monde meilleur, une couche de tourbe à la fois. La fin. Imaginons maintenant la scène depuis l'autre côté du champ de bataille, du point de vue du major général William Phillips. Un homme ayant fait sa réputation comme maître de l'artillerie, convaincu qu'aucune forteresse ne pouvait résister à la puissance écrasante de ses canons. Il observa le petit fort insignifiant au loin avec un mélange de mépris et d'amusement. Il vit la palissade fragile, les huttes en rondins rudimentaires, un rempart pathétique. Il se tourna vers son second, un jeune capitaine ambitieux nommé Harrison, et dit « Nous écraserons cette petite rébellion avant le déjeuner. » Harrison sourit. « En effet, mon général, quelques tirs bien placés devraient suffire à les faire fuir comme des rats d'une grange en feu. » Ainsi commença le bombardement. Les canons britanniques, fierté de l'artillerie royale, rugirent, leurs boulets de fer filant dans les airs vers le fort. Les mortiers suivirent, leurs obus décrivant de larges arcs avant de retomber avec un sifflement terrifiant. Phillips observa avec satisfaction et un sentiment d'inévitabilité. Il avait déjà vu cela. Défi initial, résistance courageuse mais futile, effondrement final, reddition, victoire. Un scénario familier qu'il avait joué 100 fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le fort ne s'effondrait pas. Les murs ne s'écroulaient pas. Le toit ne cédait pas. Les rebelles ne fuyaient pas comme des rats. Ils ripostaient avec discipline et détermination, surprenante et exaspérante. Phillips fronça les sourcils. Plus de canons. Doublez la charge. Je veux que ce fort soit réduit en ruine. Le bombardement s'intensifia. Le sol trembla, l'air crépita sous les explosions. Mais le fort tint bon, comme un être vivant, une créature de la terre imperméable au fer et au feu. À la fin du premier jour, l'amusement de Phillips se mua en frustration. À la fin du deuxième jour, sa frustration devint colère. À la fin du troisième jour, sa colère se transforma en respect à contre-cœur. Il n'avait jamais rien vu de tel. Un fort capable de résister à un assaut si implacable, un groupe de rebelles combattant avec tant de courage, de résilience et de défi. Au matin du quatrième jour, à court de munitions et voyant le moral de ses hommes s'effondrer, Phillips prit une décision. Il ordonna la retraite. Il avala son orgueil, admit sa défaite, tourna le dos à ce petit fort insignifiant qu'il avait défié, surpassé et battu. En s'éloignant, il regarda le fort, le drapeau des rebelles flottant toujours, le toit vivant et vert qui avait été la clé de leur victoire. Il savait qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. La naissance d'une nouvelle forme de guerre, d'un nouveau type de soldats, d'une nouvelle nation. Une ère appartenant non aux puissants, mais aux ingénieux. Non aux arrogants, mais aux résilients. Non aux empires du vieux monde, mais au peuple libre du nouveau. La fin. Revenons maintenant au cœur du fort. Aux hommes qu'il avait construits, aux hommes qu'il avait défendus, ressentons l'allégresse de leur victoire, le soulagement de leur survie, la fierté de leur accomplissement. Ils avaient accompli l'impossible. Ils avaient défié les probabilités. Ils avaient tenu leur position face à l'armée la plus puissante du monde. Et ils avaient gagné. Ils n'avaient pas gagné par un nombre supérieur, ni par des armes supérieures, mais par des idées supérieures. Ils avaient triomphé grâce à leur esprit, à leurs mains, à leur cœur. Et dans l'après-bataille, alors qu'ils examinaient les dégâts, soignaient les blessés et enterraient les morts, ils savaient qu'ils faisaient partie de quelque chose de spécial. Ils faisaient partie d'une histoire qui serait racontée pour les générations à venir. Une histoire de courage, d'ingéniosité, du triomphe de l'esprit humain. Elias, le charpentier discret, le héros improbable, n'était plus seulement un arpenteur. Il était devenu un leader, une légende, l'homme qui avait construit le fort incassable. Mais il ne se voyait pas comme un héros. Il se voyait comme un bâtisseur, un homme doté d'un don. Comprendre la terre, travailler de ses mains, créer des choses à la fois belles et solides. Et il savait que son œuvre n'était pas terminée. Il savait que la guerre n'était pas finie. D'autres batailles viendraient, d'autres sièges, d'autres forts à construire. Et il savait qu'il avait un rôle à jouer dans ce futur, celui d'enseignant, de mentor, d'inspiration pour une nouvelle génération d'ingénieurs américains. Ainsi, il se consacra à cette tâche.
Il voyagea de fort en fort, de camp en camp, partageant son savoir, ses compétences, sa vision. Il enseigna comment construire avec la terre et la tourbe, comment concevoir pour la résilience, comment créer des forteresses qui ne sont pas seulement des structures mais des entités vivantes. Ces idées se propagèrent comme un feu de forêt. D'autres ingénieurs les adoptèrent, elles furent incorporées dans la doctrine militaire officielle et devinrent partie intégrante de la manière américaine de faire la guerre. Elles firent une différence. Elles sauvèrent des vies. Elles remportèrent des batailles. Elles aidèrent à gagner la guerre. Ainsi, l'histoire du toit de tourbe à 7 couches n'est pas seulement celle d'un fort, d'une bataille ou d'un homme. C'est l'histoire d'une révolution dans la pensée militaire, une révolution dans l'ingénierie, une révolution dans la perception d'une nation. Elle nous rappelle que la plus grande force de l'Amérique ne réside pas dans ses armées mais dans son peuple, dans son ingéniosité, sa résilience, sa capacité à s'adapter et à surmonter, sa volonté de remettre en question la sagesse conventionnelle, de penser différemment, de trouver de nouvelles solutions. Elle nous rappelle que nous sommes tous capables de grandes choses, que nous avons tous le pouvoir de faire la différence, que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde meilleur. Parfois, l'arme la plus puissante n'est pas une épée mais une pelle, pas un mousquet mais un esprit, pas un canon mais une idée simple, élégante et révolutionnaire. Le toit de tourbe à 7 couches. Plongeons maintenant dans les détails complexes du toit de tourbe à 7 couches, à la fois œuvre d'art et merveille d'ingénierie. Cette conception naquit d'une profonde compréhension du monde naturel, des propriétés des différents matériaux et de la manière dont ils pouvaient être combinés pour créer quelque chose de supérieur à la somme de ses parties. La première couche, fondation du toit, était une charpente de lourdes poutres provenant des majestueux chênes et érables de la forêt environnante. Ces poutres étaient entaillées et assemblées avec une précision digne d'un maître ébéniste. Elles formaient l'ossature du toit, le squelette qui supporterait le poids des couches supérieures. La deuxième couche était un tapis tissé de jeunes pousses de branches, une base flexible et élastique capable d'absorber le choc initial d'un boulet de canon. Cette couche témoignait de l'ingéniosité des pionniers, de leur capacité à utiliser les matériaux disponibles. Ils récoltèrent des pousses de saule et de bouleau, les tissèrent avec des lianes et des bandes d'écorce, créant un tapis à la fois solide et souple. La troisième couche était constituée d'écorce de bouleau, naturellement imperméable, posée en feuilles superposées et scellée avec de la résine de pin, formant la première barrière contre les éléments et maintenant l'intérieur du fort sec et confortable. La quatrième couche, épaisse, était constituée de tourbes denses remplies de racines, emblème du territoire. Les blocs de tourbe étaient découpés en rectangles, imbriqués et compressés pour former une couche solide et homogène. Cette couche formait le cœur du toit, isolant le fort pour le garder chaud en hiver et frais en été. La cinquième couche était de l'argile, pâte collante et imperméable, appliquée sur la tourbe pour sceller fissures et interstices. Les constructeurs l'avaient prélevée sur les berges d'un ruisseau, mélangée à de l'eau pour former une pâte épaisse, étalée uniformément. Elle constituait la deuxième ligne de défense contre la pluie et la neige. La sixième couche était un mélange de gravier et de pierre, créant un système de drainage pour éviter l'accumulation d'eau. Les pierres, collectées dans le lit du ruisseau, furent disposées en une couche soigneusement nivelée, formant des canaux pour évacuer l'eau. Cette couche témoignait de la prévoyance des bâtisseurs et de leur compréhension de l'importance du drainage. Enfin, la septième couche, dernière, était d'un épais tapis vert de tours vivantes, bouclier vivant absorbant l'impact des boulets et étouffant toute étincelle ou braise. La tourbe, prélevée dans les prairies environnantes, fut posée avec soin, arrosée et entretenue jusqu'à ce qu'elle prenne racine. Cette couche, gloire du toit, symbolisait son lien avec la terre, sa résilience, sa beauté et sa vie. Ainsi, le toit de tourbe à 7 couches n'était pas seulement un toit. C'était un système, chaque couche ayant sa fonction propre et contribuant à la solidité et à la résilience de l'ensemble. Une œuvre d'art, merveille d'ingénierie, témoignage de l'ingéniosité de la frontière américaine. Les hommes du fort. Portons maintenant notre attention sur les hommes qui habitaient cette forteresse de terre et d'herbe. Microcosme de l'expérience américaine, ils venaient de tous horizons mais étaient unis par une cause commune. Il y avait le jeune Thomas, un garçon de ferme des collines du Massachusetts, visage encore doux, mains déjà calleuses par le travail de pionnier. Isaac, trappeur âgé des montagnes de Virginie, yeux perçants comme ceux d'un faucon, encyclopédie vivante de la nature sauvage. Et Samuel, forgeron de Philadelphie, bras puissants comme le fer qu'il forgeait, cœur fidèle comme l'acier qu'il trempait. Ceux étaient les hommes qu'Élias dirigeait, qu'il enseignait, qu'il inspirait. Il ne voyait pas seulement des soldats en eux, mais des élèves. Il ne voyait pas seulement une force de combat, mais une force créative. Il voyait en eux l'avenir de l'Amérique. Et eux, en retour, voyaient en lui non seulement un chef, mais un mentor.
Ils voyaient en lui non seulement un homme d'idées, mais un homme d'action. Ils voyaient en lui l'incarnation de l'esprit américain, l'esprit d'ingéniosité, de résilience, d'autonomie. Et qu'en était-il de leur adversaire, le major général William Phillips? C'était un homme d'une autre nature, produit d'un autre monde. Il appartenait à l'ancien monde, un monde de hiérarchie, de tradition, d'un ordre social rigide et inflexible. Il croyait au pouvoir des institutions, des armées, des empires. Il ne pouvait concevoir le pouvoir d'une idée. Il voyait les rebelles comme une populace, une foule, un rassemblement de fermiers et de commerçants mécontents qui avaient naïvement défié la puissance de l'Empire britannique. Il considérait leur fort comme une plaisanterie, un petit monticule de boue pathétique qui serait balayé par la première volée de ses canons. Il voyait leur cause comme perdue d'avance, une rébellion désespérée et mal avisée, vouée à l'échec. Mais il se trompait. Il avait sous-estimé les rebelles. Il avait sous-estimé leur courage, leur détermination, leur ingéniosité. Il avait sous-estimé la force de leurs idées. Et il avait payé le prix de son arrogance. Le siège du fort fut brutal et sanglant. Les canons britanniques tonnaient jour et nuit, leurs boulets de fer frappant les murs de terre, leurs obus de mortier s'écrasant sur le toit de tourbe. L'air était saturé de l'odeur de la poudre à canon, du bruit des explosions, des cris des blessés et des mourants. Mais le fort tint bon. Les murs absorbèrent le choc. Le toit étouffa les flammes. Les hommes à l'intérieur combattaient avec un courage et une discipline nés d'une foi profonde et constante en leur cause. Ils ne se battaient pas seulement pour leur vie, mais pour leur liberté. Ils ne se battaient pas seulement pour un morceau de terre, mais pour un principe. Ils ne se battaient pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les générations futures. Et au 4e jour, lorsque les Britanniques se retirèrent, lorsque la fumée se dissipa et que le silence revint, les hommes du fort surent qu'ils avaient remporté plus qu'une bataille. Ils avaient remporté une victoire pour l'esprit humain. Ils avaient remporté une victoire pour la cause de la liberté. Une victoire qui résonnerait à travers les âges. L'héritage de cette victoire est tout autour de nous. Il est dans les granges robustes du cœur des États-Unis, dans les cabanes confortables des montagnes, dans les maisons éco-énergétiques de nos villes. Il est dans l'esprit d'innovation, d'autonomie, de communauté qui a toujours caractérisé l'Américain. Et il est dans la compréhension silencieuse que parfois, la plus grande force ne réside pas dans l'épée mais dans la pelle, pas dans le mousquet mais dans l'esprit, pas dans la puissance d'un empire mais dans la résilience d'un peuple libre. Le moment de vérité. Imaginez maintenant le moment de vérité, le moment où le premier boulet de canon britannique fendit l'air et s'écrasa contre le mur de terre du fort. Les hommes à l'intérieur se préparèrent à l'impact, le cœur battant, l'esprit rempli d'un mélange de peur et d'anticipation. Ils avaient mis leur foi dans le design d'Elias, mais ignoraient s'il tiendrait réellement. Le boulet heurta le mur avec un bruit sourd, envoyant une gerbe de terre et de tourbe dans l'air. Mais le mur tint. Il ne s'effondra pas. Il ne céda pas. Il absorba simplement le choc. L'énergie du boulet se dissipa dans les couches de terre et d'herbe. Un cri de joie s'éleva des hommes à l'intérieur du fort. Un cri de soulagement, d'exaltation, de confiance nouvelle dans leur capacité à résister à l'assaut britannique. Ils avaient vu la preuve. Ils avaient vu le génie du design d'Elias en action. Et cette confiance grandit avec chaque nouveau boulet, chaque nouvel obus de mortier. Ils virent comment le toit de tourbe étouffait les étincelles, comment les murs de terre absorbaient le choc, comment le fort semblait se régénérer, repoussant les coups de l'artillerie britannique comme s'il s'agissait de rien de plus qu'une pluie d'été. Et ils combattaient avec une nouvelle férocité, une détermination renouvelée. Ils ne défendaient plus simplement un fort. Ils défendaient une idée aussi révolutionnaire que la guerre elle-même, celle selon laquelle des hommes ordinaires, armés seulement de leur intelligence et de leur courage, pouvaient se dresser contre la puissance d'un empire et gagner. Elias sur le champ de bataille. Quant à Elias, il était partout à la fois, sa présence calme étant une source de force et d'inspiration pour les hommes. Il se déplaçait d'un poste à l'autre, vérifiant les murs, renforçant le toit, encourageant les hommes. Il n'était pas un homme de grands discours ou de gestes héroïques. Il était un homme de compétences discrètes, de résolution ferme, de foi inébranlable dans la puissance de son design. Il savait que le fort n'était pas seulement un assemblage de troncs et de terre. C'était un être vivant, une partie de la terre elle-même. Et il savait que tant que la terre perdurerait, le fort perdurerait. Tant que l'esprit des hommes resterait fort, le fort tiendrait. La bataille et ses conséquences. Ainsi, pendant 3 jours et 3 nuits, la bataille fit rage. Les Britanniques jetèrent tout ce qu'ils avaient contre le fort, mais ce fut insuffisant. Le fort tint, les hommes tinrent, l'idée tint. Et au 4e jour, lorsque les Britanniques se retirèrent,
Lorsque la fumée se dissipa et que le silence revint, les hommes du fort ce qu'ils avaient accompli plus que de gagner une bataille. Ils avaient changé le cours de la guerre. Ils avaient montré au monde que la Révolution américaine n'était pas seulement une rébellion, mais un nouveau départ. Un nouveau départ pour une nation nouvelle, construite non sur le pouvoir des rois et des empires, mais sur l'ingéniosité, la résilience et l'esprit indomptable de son peuple. L'après-bataille. Considérons maintenant les conséquences de la bataille, l'héritage du fort, l'effet d'entraînement de l'innovation d'Elias. L'histoire du toit de tourbe à 7 couches ne se termina pas avec le retrait britannique. Elle ne faisait en réalité que commencer. Cette histoire se répandit comme une traînée de poudre dans l'armée continentale. Elle fut racontée à voix basse autour des feux de camp, avec des cris joyeux dans les tavernes, dans des rapports officiels au plus haut niveau de commandement. Elle devint une légende, symbole d'espoir, témoignage du pouvoir de l'ingéniosité américaine. Elle inspira une nouvelle génération d'ingénieurs militaires. Des hommes comme Tadeusz Kochi, volontaire polonais qui conçut plus tard les fortifications de West Point, étudièrent le design d'Elias avec admiration et émerveillement. Ils y virent non seulement une astuce ingénieuse, mais une nouvelle manière de penser la guerre, fondée non sur les rigidités de la science militaire européenne, mais sur la sagesse pratique de la frontière américaine. Ainsi, les principes du toit de tourbe à 7 couches furent intégrés dans la conception d'autres forts et structures défensives. Ils furent utilisés pour protéger des dépôts de munitions, garder des passages stratégiques de rivières, créer des bastions en pleine nature. Et cela fit la différence. Ils sauvèrent des vies. Ils remportèrent des batailles. Ils aidèrent à gagner la guerre. Mais l'héritage du toit de tourbe à 7 couches va bien au-delà du champ de bataille. C'est un héritage tissé dans le tissu même de la vie américaine. Il se manifeste dans les maisons de tourbe des pionniers, dans les toits verts de nos villes modernes, dans l'architecture durable de notre époque. L'idée d'utiliser la terre comme matériau de construction, de créer des structures en harmonie avec le monde naturel, de concevoir pour la résilience et la durabilité. Ce sont des idées qui sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles étaient au XVIIIe siècle. Des idées qui nous aident à construire un monde meilleur. Un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Ainsi, l'histoire d'Elias et de son toit de tourbe à 7 couches n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une histoire du futur. Elle nous rappelle que nous sommes tous des bâtisseurs, que nous sommes tous des innovateurs, que nous avons tous le pouvoir de faire une différence. Elle nous rappelle que l'esprit américain n'est pas un vestige du passé, mais une force vivante et active qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Elle nous rappelle que, peu importe l'ampleur du défi, peu importe la difficulté des obstacles, nous avons le pouvoir de construire un monde meilleur, une couche de tourbe à la fois. La vie au fort. Peignons maintenant une image plus vivante de la vie à l'intérieur du fort. Une vie faite de difficultés et d'espoir, d'ennui et de terreur, du banal et de l'extraordinaire. Les hommes du fort n'étaient pas seulement des soldats. Ils formaient une communauté. Ils travaillaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils dormaient ensemble. Ils partageaient leurs histoires, leurs rêves, leurs peurs. Ils forgèrent un lien aussi solide que les murs du fort lui-même. Leur quotidien était rempli du dur travail de la survie. Ils coupaient du bois. Ils chassaient le gibier. Ils entretenaient leurs petits jardins. Ils réparaient les murs. Ils nettoyaient leurs mousquets. Ils montaient la garde contre la menace constante d'une attaque britannique. C'était une vie de routine, de discipline, de vigilance permanente. Mais c'était aussi une vie faite de plaisirs simples. La chaleur d'un feu lors d'une nuit froide, le goût d'un repas chaud après une longue journée, le son d'un violon jouant un air familier. Ce sont ces choses qui soutenaient leur morale, qui leur rappelaient les maisons et les familles qu'ils avaient laissées derrière eux et qui leur donnaient la force de continuer. Elias, le guide, et puis il y avait Elias. Il était plus que leur chef. Il était leur enseignant. Il leur apprenait à lire le paysage, à suivre les traces des animaux, à identifier les plantes comestibles. Il leur enseignait à construire, à réparer, à créer. Il leur montrait comment être non seulement des soldats, mais des survivants. C'était un homme de sagesse silencieuse, de profond respect pour le monde naturel. Il voyait la forêt non pas comme un ennemi à conquérir, mais comme un partenaire avec lequel travailler. Il voyait la terre non pas comme une ressource à exploiter, mais comme une source de force, de résilience et de vie. Et les hommes apprenaient de lui. Ils apprenaient à voir le monde autrement. Ils apprenaient à apprécier la beauté et la puissance de la nature. Ils apprenaient à être non seulement des soldats de la Révolution, mais aussi des gardiens de la terre. La victoire. Ainsi, lorsque les Britanniques arrivèrent, ils étaient prêts. Non seulement avec leurs mousquets et leurs canons, mais avec leur esprit et leur cœur. Ils étaient prêts à défendre non seulement un fort, mais un mode de vie.
un mode de vie fondé sur les principes de liberté, d'autonomie et de profond respect pour la terre. Et c'est pourquoi ils gagnèrent. Ils gagnèrent parce qu'ils se battaient pour quelque chose de plus grand qu'un simple morceau de terre. Ils se battaient pour une idée aussi puissante, aussi résiliente et aussi durable que le toit de tourbe à cette couche qui les avait protégés de la fureur de l'assaut britannique.